Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École Guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. De nos jours, dans les établissements scolaires du pays, les enfants ont tendance à oublier nos mœurs et coutumes, par faute de civilité et de civisme. Ne serait-il pas judicieux de mettre un accent particulier sur l'enseignement des contes dans les établissements scolaires du pays? Alors, pour répondre à cette interrogation, aujourd'hui, nous allons assister à la finale du concours des contes entre les établissements scolaires du pays. Alors, chers téléspectateurs, suivez les temps forts. Mesdames et messieurs, l'événement majeur qui nous réunit aujourd'hui est le couronnement d'un long processus qui a commencé depuis le mois d'octobre 2021. Ce processus, qui consiste à l'organisation d'un concours scolaire de lecture à voix haute et de déclamation de textes d'auteurs guinéens, est une initiative de Dr Juliana Diallo, cofondatrice de l'école Phoenix International, en partenariat avec l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INRAP, avec le soutien des ressources éducatives à travers l'Institut français de Guinée. Le projet Je compte est plus qu'un concours de lecture. C'est aussi une démarche pour un enseignement plus efficace dont les objectifs sont les suivants. 1. Faire entrer la littérature de jeunesse dans les classes et enseigner avec. 2. Améliorer les pratiques d'enseignement de la langue. 3. Renforcer les compétences des élèves en lecture, améliorer leur niveau de compréhension, leur capacité de discernement et de pensée. Ce projet Je compte s'inscrit pleinement dans ce cadre-là. Alors, comment et pourquoi ça permet d'amener les livres jusqu'aux enfants? En quoi, en fait, ce concours permet d'amener les livres jusqu'aux enfants? Déjà, c'est un concours de lecture à voix haute et c'est un concours qui se base sur les livres. La lecture et les livres, ça permet vraiment d'accompagner le développement de l'enfant. Ça permet aux enfants de développer leur imagination. La place du livre dans l'instruction, l'éducation, la culture ne fait plus aucun doute. Ces dernières années, grâce aux multiples initiatives, la promotion du livre a connu une remarquable avancée. Notre pays abrite des événements littéraires bien connus et reconnus à l'échelle du continent et bien au-delà, comme par exemple le Salon international du livre de jeunesse, ou encore les 72 heures du livre, la Guinée, capitale mondiale ou capitale africaine du livre, pourquoi pas. Des nouvelles maisons d'édition se créent, des auteurs jeunes émergent, apportant leur précieuse contribution à la littérature guinéenne. C'est pourquoi réintroduire les contes, les légendes, les récits de nos aïeux répond à un impératif majeur de notre époque, à savoir donner des repères à la nouvelle génération. Ainsi, ce projet Je compte vise comme objectif, premièrement, faire entrer la littérature de jeunesse dans les classes et enseigner avec. Dans le cadre de la promotion de la lecture et le conte dans les écoles de la ville de Conakry, s'est tenue au Centre culturel franco-guinéen la finale de la première édition du concours des contes. Cet événement a regroupé 20 établissements scolaires retenus des 5 communes de la capitale. 10 candidats ont compété en lecture et 10 autres en contes. Oumar Kindi vécut à Bordeaux avec sa tante Olo, son oncle et leur fille, Tissa, collégienne aussi. Tissa n'était jamais allée à Bolokolo.
Aussi, posait-elle toutes sortes de questions à Oumar Kindi sur leur pays d'origine. Un mois après l'arrivée du jeune homme, dans le salon de Tante Olo, un incident se produisit qui mit Oumar Kindi dans tous ses états. C'était la nuit. Il avait fini de dîner et regardait la télévision lorsque le vacancier sursauta. Il venait d'entendre le hurlement d'un hibou provenant du bois situé derrière la maison. Tout le monde poussa un ouf de soulagement, persuadé que l'on s'était débarrassé du hanton sorcier. Le lendemain, Tante Olo, qui avait appelé à Bolokolo pour avoir des nouvelles d'une sœur malade, apprit que la marâtre Chapitre 2. La peur. Au petit matin, après avoir réfléchi toute la nuit, Kali prit une première décision. Je ne me ferai pas circoncis. Kali, dit le père, pour être un grand chasseur, il faut être circoncis. Un Bilakoro ne peut pas rentrer dans la confrérie des chasseurs. Moi j'ai peur, dit Kali. Je te comprends mon fils, dit la mère, mais reste derrière ton père et comme tes amis, accepte d'être circoncis. Mais comment ferai-je pour uriner après la circoncision? Tonton Ali ne savait pas par où commencer pour convaincre l'enfant. Il réfléchit un petit moment et trouva comme argument: par la grâce du chien que je t'offrirai après la circoncision, tu sauras comment uriner mon petit. D'accord, alors je me ferai circoncis. Mais puis-je savoir où est ce chien? Ne t'inquiète pas, je te l'enverrai après l'initiation. Kali, convaincu par cette explication, alla vite retrouver son père. Papa, dit-il, je souhaiterais dès maintenant me faire circoncire avec les amis. Demain peut-être. Je suis content de toi, mon fils. Il faut avoir le courage de surmonter sa peur. Bientôt, tu dépasseras tes camarades et tu seras grand comme ton père. Je vous remercie. La panthère et le porc-épic. Un jour, alors qu'une femelle porc-épic se promenait très loin de sa demeure, une forte pluie menaça. Pour éviter d'être mouillée, elle se mit immédiatement en quête de refuge. Elle trouva une grotte et y entra sans hésitation. Au même moment, la panthère qui cherchait refuge vint s'abriter elle aussi dans cette grotte. Elle prit place à l'entrée. Pendant que toutes deux se tenaient ainsi, la pluie se mit à tomber. Quand il cessa de pleuvoir, le porc-épic se leva pour sortir. Elle trouva la panthère à la sortie. Dès qu'elles se virent, le porc-épic se mit à trembler de peur. Aucune issue. La panthère lui dit: mon ami, tu n'as jamais cessé de vadrouiller, mais je mettrai un terme à cela aujourd'hui. Tu me serviras de repas pour cette journée, et que Dieu même ne t'entende pas me demander pardon. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui m'a accordé cette chance, car elle va me dévorer partout où elle me rencontrera. Je te demande de me laisser partir la voir. Quoique craignant le pire, son mari la laissa partir. Arrivée chez la panthère, elle lui dit: Seigneur, je suis venue pour vous prouver que je ne trahis jamais ma parole. Tuez-moi et mangez-moi maintenant. La panthère demeura stupéfaite. Un instant après, remuant légèrement la tête, elle dit: mon ami, tu es vraiment une femme de parole. À partir d'aujourd'hui, je t'accorde la paix à toi et à toute ta lignée. Voilà pourquoi la panthère ne dévore jamais le porc-épic. C'est le conte qui le dit. Mais n'est-ce pas aussi à cause de ces piquants qui sont des flèches mortelles? Merci. Un klaxon familier avertit Fanta du retour des Modibo. Elle court ouvrir le portail de la cour. Quand la voiture s'immobilise, elle prend dans le coffre les nombreux paquets qu'elle transporte dans la maison. Puis, elle va s'asseoir sur un escabeau. C'est chaque fois la même chose. Elle reste là et attend. Dans cette attente, elle est toujours inquiète. Fille placée, elle doit s'occuper de la propriété de la maison, des habits des enfants, de la vaisselle, en plus du petit commerce des Modibo, malgré cette raison. Modibo reste muet, la bouche ouverte, tremblant et le corps inondé de sueur. Enfin, d'une voix déformée par la peur et la colère, il demande: Fanta, tu as laissé partir mon mouton? Tu t'amusais alors qu'on voulait mon bélier,
ma protection, ma vie. Modibo est tout proche et Fanta sent le souffle de sa voix sur son visage baissé. Tu n'as rien à dire. Je te parle et tu ne me réponds pas. Misérable. Insiste Modibo. Mais, tonton, Fanta n'a pas le temps d'achever sa phrase. Une gifle l'aveugle et la projette à terre quelque part plus loin. Des coups de pied et de poing suivent. Elle a beau supplier et appeler au secours. Modibo ne s'arrête que lorsqu'il est à bout de souffle. Alors, il la saisit par les cheveux et la secoue comme s'il voulait lui arracher la tête. Tu me ramènes le bélier ou je t'arrache la peau. Sors et ne reviens pas ici sans mon mouton. Avec brutalité, il la jette hors de la cour. Le muezzin appelait à la prière du soir quand, au coin de la rue, Fanta disparaît dans la nuit. Le retour du chasseur. Le lendemain, Kali fut réveillé par les rayons du soleil. Il descendit de l'arbre et commença à réfléchir pour retrouver le chemin perdu. Au bout d'un moment, il se rendit compte qu'il fallait simplement suivre les traces du sang de l'animal abattu pour revenir à son point de départ. Il fallait que je t'amène un gibier comme je l'avais dit. Hé, tu as dit et tu as fait. Je suis contente de toi, Kali. Non, mère, je ne l'ai pas encore fait. Il faut que papa parte chercher ce que je t'avais promis en brousse. Je l'ai abattu, mais je n'ai pas pu le rapporter. C'était trop lourd. Veux-tu me dire que tu as réussi à tuer un sanglier? Bien sûr, mère. On voyait en lui un grand chasseur, un très grand chasseur comme son père. Je vous remercie. Une initiative qui permet de promouvoir la culture d'excellence et la valeur de mérite. Cela permet également de développer l'esprit d'imagination et d'analyse des élèves. Yen et le lièvre. Quand arriva le temps des cultures, Yen se rendit chez les lièvres pour savoir qui des deux allait le premier finir de travailler les champs. Le lièvre estima que ces défis avaient besoin d'être relevés. Quand les champs furent brûlés, Yen mobilisa un bataillon de coqs et de poulets pour l'aider. Ils convinrent d'un jour. Au délai fixé, les coqs et les poulets se mirent en route en direction des champs de Yen. En passant, ils trouvèrent le lièvre tout seul à l'œuvre dans son champ. Celui-ci les arrêta. « Dites-moi, sans qui celui-ci, où allez-vous passer cette journée ?»« Dans les champs de Yen, répondit leur chef, et nous y allons de ce pas. »« Ça alors !» s'exclama le lièvre. « Il fait très bon vivre au paradis, mais l'ambiance qu'il fera dans les champs de Yen dépassera en suavité celle du paradis. »« Dites-nous comment ?» interrogea le chef des rats. « Depuis les premières lueurs de l'aurore, répondit le lièvre, une escouade de matous resplendissants de vigueur et de santé s'est dirigée en direction des champs de Yen. Vos retrouvailles dépasseront en amabilité tout ce que l'on peut imaginer. Notre désir était de prêter nos services à Yen et non de périr. » Les rats ne se le firent pas dire deux fois. Ils passèrent la journée à travailler chez les lièvres. C'est depuis cette... La récupération du charbon. Depuis près de 10 jours, Baba surveille son four. Mais aujourd'hui, aucune fumée ne se dégage. Ça veut dire que la combustion est terminée et que le feu est éteint. Baba ordonne. Buntu et Rama, ramassez des cailloux et allez choisir les oiseaux. C'est votre tour aujourd'hui. Soriba, prends la daba et la pioche et viens m'aider à dégager le charbon. On procède à l'ouverture du four. Une petite veillée inhabituelle permet à chacun de dire des contes. Puis avant le coucher, Baba ordonne. Soriba, demain tu demanderas à tes deux amis Damba et Ousmane de nous aider à remplir les sacs. Buntu, il faudra préparer le riz pour 7 personnes. Je vous remercie. La découverte du secret. Ce dimanche-là, Djemori est en train de fabriquer une daba. Soudain, Babou, l'un de ses amis, entre dans l'atelier en courant. Il crie presque.
Laisse ton travail, Djemori, et suis-moi immédiatement. Te suivre où et pourquoi? Demande Djemori en se levant brusquement. Déjà, Babou le tire par la main et l'entraîne dehors. Allons du côté du cimetière. Tu vas voir toi-même ce que j'ai vu. Pendant qu'il marche, Djemori secoue l'épaule de Babou. Il le supplie presque. Je t'en prie, Babou, tu peux quand même me dire ce qui se passe, mais Babou ne prend même pas le temps de se retourner. Il marche vite, regardant droit devant lui. Dis donc, crie Djemori, ralentis un peu. Toi, tu as la diarrhée aux fesses ou quoi? Babou se contente seulement de dire, tu sais, dans ce village, tout le monde me traite de rapporteur. Je ne vais rien te dire. Pour se livrer à ces grimaces de fou, mon fils perd la tête, c'est sûr, dit-il d'une voix étouffée. Je le pense moi aussi, répond Babou. On peut comprendre qu'un gosse fasse des bêtises loin des parents, mais il faut reconnaître que là, c'est un peu fort. Il part tout seul en pleine brousse. C'est un début de... Babou voulait parler d'un début de folie, mais en voyant les yeux affolés de Djemori, il ne termine pas sa phrase et après un silence, il poursuit. Ne nous faisons de quoi nous aurons l'air s'ils découvrent que nous l'épions. Tu as raison, souffle Djemori, mais tu vas me promettre de ne raconter cette histoire à personne. D'accord? Babou dit oui d'un mouvement de la tête, puis les deux guetteurs rentrent au village. Je vous remercie. Je suis désolée. Oh, caméléon, dit Koné en se mettant à genoux. Après tout, il venait de demander, avec la plus grande des légèretés, à l'animal sacré de partager toute sa vie, de lui faire confiance comme à un frère. Pourquoi le caméléon voudrait-il donc pacte auquel lui-même donnait si peu d'importance? Voilà qui est un bon début, répondit le caméléon calmé. J'accepte tes excuses, mais si tu veux que je devienne ton familier, réponds à cette question, petit homme. Qu'espères-tu accomplir avec mon aide? Avec ton aide, je pourrais devenir le chef du village, répondit qu'on est tout content. Et quel genre de chef veux-tu être? Que veux-tu faire avec tout le pouvoir que tu auras? Prends le temps d'y réfléchir. Je veux être un chef courageux, répondit Koné après réflexion. Je ne veux plus avoir peur de la forêt, ni moi, ni aucun autre garçon. Laisse-moi un peu regarder ton avenir, proposa le caméléon en regardant dans la boule de lumière au centre de sa queue. Mon avenir, tu peux le voir? Oui, et je vois que je ne serai pas ton familier. Pourquoi? Demanda Koné déçu. Parce que tu n'as pas besoin de moi pour devenir un chef courageux. Mais pour ne plus craindre la forêt, il te faudra restaurer l'amitié entre les animaux sacrés et les hommes qui ne partagent plus la même vision du monde. Je vais t'aider à trouver le familier qui pourrait t'assister. Entre dans ma gueule. Mais attention, si tu n'es pas certaine de ton chemin, quel qu'il soit, c'est dans mon ventre que tu finiras. Je vous remercie. Les contes ont été un puissant moyen d'éducation en Afrique depuis la nuit des temps. La tradition orale a permis de transmettre nos valeurs ancestrales à nos enfants, de génération en génération. Il était une fois dans un village près d'une étrange forêt. Un jeune garçon du nom de Koné, il venait d'avoir ses 11 ans et pouvait participer à un rite très ancien. Les enfants devaient entrer dans la forêt pendant une journée entière et en ressortir avec des animaux sacrés aux formes étranges qui ne se trouvaient que dans cette forêt. On les appelait les familiers. L'épreuve n'était pas facile car la forêt était dangereuse. Les adultes n'y entraient qu'en groupe pour chasser et s'enfuyaient à la vue d'un animal sacré. Koné avait peur de cette forêt. Tout à coup, il entendit un sifflement au-dessus de sa tête.
le jeune garçon terrifié aperçut un chimpanzé qui volant d'arbre en arbre pour se cacher. Aussitôt, le jeune garçon plongea dans un buisson pour se cacher. Il attendit le départ du chimpanzé pour sortir de sa cachette. Le chimpanzé hurla, souffla, ronda de colère. Le jeune garçon horrifié avait envie de pleurer, mais il ne pouvait pas faire le moindre bruit. Il poussa son souffle avec ses deux doigts casés. Je vous remercie. Compte! Bien, je compte. Les anciens disaient, le bienfait de votre refuge dans celle de la reconnaissance. Mon histoire vous dira pourquoi. C'est l'histoire d'un village situé au bord d'un fleuve dont il porte le nom Bafilabé. Dans le fleuve Bafilabé vivait un hippopotame génie, Mali. Mali comprenait le langage des hommes. Mali était le génie protecteur du village. Grâce à lui, le fleuve ne tarissait jamais. Le village ne manquait jamais d'eau, ni de poissons. Un jour, jeudi, Sayo fut marié à un homme, le plus grand chasseur de la région. Mais Sayo continuait d'aller voir son ami Mali. Le mari devint jaloux, très jaloux au profond de lui. Et il se fit fabriquer une balle magique qu'il chargea dans son fusil et s'en alla. Pauvre! Que s'est-il passé? Eh bien, le chasseur a tiré. Sayo de loin ressentit un picotement. Son cœur frappait dans sa poitrine. Elle courut de toutes ses forces vers le fleuve. Quand il arriva au fleuve, elle vit Mali qui était allongé dans son sang. Mali pleurait, Sayo pleurait. Et au dernier rythme, le battement de son cœur, le fleuve se vida de son eau. Plus de fleuve, plus d'eau, plus de poissons, plus de champs. Et la famine s'abattit sur le village. Cher public, que retenir? La jalousie brise l'amitié et entraîne le malheur. Fin de l'histoire. Excellences, mesdames et messieurs, j'insiste et je persiste pour vous dire merci. Kali est né dans un village malinqué. Si. Mais son père était un grand chasseur. Kali est élève, mais il rêve d'être un grand chasseur comme son père. Sa mère Binta s'oppose car elle craint que Kali n'abandonne les études au profit de la chasse et devient un petit vagabond de la brousse. Son père dit: moi je m'engage à apprendre Kali les secrets de la chasse pendant les vacances du mois. Mais il y a une condition avant tout. Kali doit se faire circoncis. La peur. Comment je Kali? Kali dit: hé tonton Ali, je veux très bien m'en faire, très bien même. Parce que ça fait mal. Et puis comment je vais faire pour uriner? Tonton Ali dit: je peux te donner un petit chien qui t'aiderait à uriner et en plus pour t'aider à la chasse. Cette fois-ci, Kali est content, il va trouver son père. Il dit qu'il est prêt à se faire circoncis avec ses amis. Mais cette partie du conte nous donne une leçon à savoir: quand on décide de réaliser un objectif avec courage et détermination, on pourra l'exécuter. Je vous remercie. Je profite pour remercier son Excellence, Monsieur le ministre Guillaume Awing, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, à travers lui, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition et chef des forces armées. Après ce passage, nous avons assisté à un concours très émerveillant parce que les candidats qui participent à ce concours ont tous le niveau et nous qui suivons avec les membres du jury, nous avons du pain sur la planche pour distinguer, pour, n'est-ce pas, apprécier ou sélectionner les meilleurs parmi tous ces candidats. Ils sont tous meilleurs.
nous les félicitons. Nous encourageons, nous félicitons et encourageons les organisateurs pour que ces événements-là, l'événement-là continue, que ça rentre dans nos mœurs, dans nos coutumes et même dans nos programmes d'enseignement pour permettre à nos élèves de se rappeler de nos coutumes et surtout que les grands-parents ou les parents, n'est-ce pas, de ces élèves aussi s'intéressent à ces contes-là pour préparer davantage nos différents élèves et nos candidats. Le choix des meilleurs n'était pas facile pour le jury, tellement que la compétition a révélé des talents dans la lecture et le conte. Depuis la nuit des temps et dans toutes les cultures, on racontait aux enfants des contes, des belles histoires pour leur inculquer des valeurs, pour les enseigner. Et dans la modernité, à l'école comme on connaît aujourd'hui, on a cessé de raconter des contes parce qu'on pense à tort qu'il faut transmettre les savoirs dans des leçons. Donc agencer, fragmenter les savoirs dans des leçons. Mais aujourd'hui, on sait que, en effet, rien ne peut remplacer la lecture des œuvres littéraires. Donc il faut qu'on renoue avec les contes, les livres de jeunesse, les récits, des belles histoires pour enseigner avec. Et non seulement c'est indispensable parce qu'on ne peut pas enseigner sans des supports de lecture variés. Vous voyez, donc on entend cette belle voix de cette fille qui nous raconte une histoire et on découvre que de talent, que d'énergie, que de courage, que de potentiel, intelligence chez les enfants. Donc ça peut se faire dans toutes les écoles de la Guinée. Ça doit se faire. Et régulièrement, qu'on enseigne avec les contes pour transmettre des valeurs et pour mieux enseigner. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça se fasse partout? Il faut des livres. Ce concours est déjà un plaidoyer en soi. Vous voyez, nous sommes avec les cadres du ministère. On agit, on travaille ensemble, mais il faut que tout le monde se donne la main. Et le ministère, et les parents, et les communautés, il faut qu'on prenne conscience qu'on ne peut pas continuer à enseigner sans des supports de lecture, sans les livres de jeunesse qui sont un trésor, une mine d'or pour l'enseignement. C'est indispensable et c'est pourquoi on continue avec une deuxième édition. On souhaite que ça prenne de l'envergure pour le bien des enfants. Téléspectateurs, vous venez de suivre avec FAST les différentes prestations des 20 candidats des différentes communes qui ont émerveillé le monde, qui ont émerveillé le système éducatif dans son ensemble, qui ont émerveillé réellement l'ensemble des DCE, l'ensemble des parents d'élèves. C'est une façon de dire que l'État doit mettre, c'est-à-dire quand je dis l'État, le ministère de l'enseignement pré-universitaire de l'alphabétisation doit mettre un accent particulier à l'enseignement des contes. En plus, la lecture. Alors, sans plus tarder, j'espère que c'est tombé dans les bonnes oreilles. Merci d'avoir été la nôtre. À la prochaine.